Bonjour à tous, je suis Louis Chatriot, le fondateur d'Alma, et je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de notre série Et demain, où nous donnons la parole aux commerçants qui font bouger les choses. Aujourd'hui, je discute avec Geoffrey Bruyère, qui est le fondateur de Bonne Gueule. Bonjour Geoffrey. Bonjour Louis, bonjour à tous, merci de m'avoir ici. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de Bonne Gueule? Comment est-ce que tu en es amené à créer cette entreprise? Alors Bonne Gueule, c'est une histoire un petit peu rigolote. À la base, c'est deux jeunes mecs, Benoît et moi-même, Geoffrey, en 2007, qui créons un blog de mode masculine. À l'époque, il n'y avait pas de contenu sur la mode masculine sur Internet, et donc, aux côtés des quelques blogs de l'époque, dès qu'on s'est mis à écrire des choses qui intéressaient les gens, tout de suite, il y a eu une audience qui s'est rassemblée. Et puis, comme on a toujours beaucoup animé cette audience, en étant très transparente, en mettant jamais de pub ou d'affiliation, eh bien, elle a grandi. Et aujourd'hui, on est le premier site de mode masculine en Europe en tant que média. Au fur et à mesure, l'audience, elle est restée parce qu'il y a de plus en plus de mecs qui s'intéressaient au sujet. Il y avait une sorte de regain d'intérêt. Et les gens nous disaient, est-ce que vous pourriez maintenant nous sortir encore plus de contenu, voir des produits? Et du coup, on s'est aligné, on leur a sorti les e-books, puis on a créé une vraie marque de vêtements, donc depuis 2014. Et aujourd'hui, eh ben, on est à la fois une marque média, parce qu'il y a toujours ce média qui est le premier site de mode masculin en Europe, avec plus de 5 millions de visiteurs uniques par an. Et en même temps, on est aussi ce qu'on appelle une DNVB, une marque digitale verticalement intégrée, parce qu'on a notre propre marque, nos propres boutiques. On a une petite boîte aujourd'hui de 45 personnes, rentable, toujours en forte croissance, et avec l'objectif d'aider les hommes à mieux vivre leurs vêtements et à proposer une mode généreuse, mais aussi plus responsable. Alors, tu parles de plus responsable. Typiquement, c'est quoi? C'est les modes de production, les matières? Quel est le sujet finalement? Alors, c'est vraiment des sujets tout au long de la chaîne de valeur parce que la mode, c'est quand même une industrie qui a pas mal de petites choses à se reprocher, même si elle fait des efforts à présent. Ça commence déjà par le fait de ne pas trop produire. Le problème là, en plus avec la crise du Covid, c'est les stocks qui débordent chez tous les modèles de fast fashion. Ensuite, sur le comment produire, ben, nous, on va chercher des matières qui sont en général en Europe ou alors au Japon quand on ne trouve pas, et on fait fabriquer tout ça sur nos frontières européennes. On n'importe rien en termes de façon. Et puis, être responsable, c'est une chose de le dire, mais je pense qu'il faut encore le montrer. Du coup, on s'efforce de faire preuve de beaucoup de transparence. On dévoile nos marges, on dévoile toutes les infos que les clients nous demandent. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de communiquer sur mon salaire parce que les personnes voulaient savoir. C'est vrai que c'est parfois aussi un sujet, un salaire d'un dirigeant. Ouais, c'est assez Donc, rare. on essaye d'être. Pardon? C'est assez rare de communiquer là-dessus. Ouais, mais en tout cas, on essaie de faire l'effort parce que aujourd'hui, la RSE, c'est plus simplement un truc nice to have, quoi, bien avoir, c'est devenu quelque chose d'obligatoire et je pense que c'est normal. Très clair. Et du coup, parlons un peu de la crise du Covid que tu as mentionnée. Forcément, enfin, ça a un impact sur toutes les entreprises. On imagine que dans le retail, même si vous êtes une DNVB, ça a quand même un impact. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, à la fois sur l'aspect commercial, les ventes, l'organisation de l'entreprise? Voilà, j'imagine que ça a un peu touché toutes les équipes chez vous. Qu'est-ce que ça a changé? Bah déjà, comme dans toutes les entreprises, la priorité, ça va être de protéger les personnes. Nous, on n'est pas une entreprise qui fait quelque chose de dématérialisé, donc les personnes, ça veut dire autant les collaborateurs que les clients. Donc ça a été de fermer les boutiques, de forcer les gens à faire du télétravail. Et maintenant que les boutiques peuvent réouvrir depuis le 11 mai, eh bien, il y a tout un triptyque gants, masques, gel à respecter. Le fait de steamer les vêtements, donc c'est les arroser de vapeur brûlante avec des espèces de gros fers à vapeur. Il y a plein de choses comme ça. Euh, donc ça, on va dire, c'est pour le sanitaire, la sécurité, mais ensuite, il y a aussi un impact très très fort sur l'activité. Je crois que la mode, c'est le secteur e-commerce le plus impacté. Forcément, hein, la mode, c'est un truc social. Les gens, quelque part, ils achètent des beaux vêtements parce qu'ils aiment, Ouais. se sentir bien en société, ils aiment être bien dans leur peau à travers cette image que le vêtement leur renvoie. Et donc, du coup, ben, effondrement des ventes lors du début du confinement. Et puis là, ça revient petit à petit. Et forcément, on n'est pas dans notre budget, c'est pas du tout les niveaux qu'on espère. Mais on espère encore terminer un résultat 2020 à l'équilibre, même si ça veut dire faire de gros efforts sur les coûts et puis surtout pas se relâcher. On a ce bénéfice de faire beaucoup de e-commerce, donc ça nous sauve.
Ouais, on avait vu, je crois que c'était en Angleterre, où il y avait le marchand qui avait le plus tiré son épingle du jeu, c'était un marchand qui vendait des pyjamas, principalement. Ah ouais, ça On m'étonne voit, pas. on voit bien le lien voilà, le type de vêtements qu'on va acheter en confinement et hors confinement. Donc, ouais, gros impact finalement sur les ventes. J'imagine aussi impact sur les équipes. Est-ce que Mm. vous avez réussi justement est-ce qu'il y a eu du chômage partiel? Est-ce que tout le monde a pu continuer à travailler? Est-ce que vous avez pu aussi mettre en place des projets que finalement vous n'avez pas le temps de faire en temps normal et que vous avez pu faire grâce au Covid? Est-ce qu'il y a eu un impact comme ça sur l'organisation interne de l'entreprise? Oui, carrément. C'est vrai que la crise, évidemment, c'est dramatique à certains aspects, c'est beaucoup de difficultés dans d'autres, mais il y a aussi une source d'opportunité. Je crois que c'est l'idéogramme chinois de crise qui veut dire à la fois risque et opportunité dans les deux kanji D'accord. qu'il forme. Et donc, c'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Donc, euh, comme finalement, on a certains prestataires, notamment informatiques, qui ont plus de temps à nous accorder parce que malheureusement, il y a des clients qui déportent certains projets, ça fait plus de temps pour nous pour avancer sur cette roadmap informatique, pour améliorer nos services. On a pu mettre en place le Web to Store et l'affichage de chaque produit dans chaque boutique depuis le site web. Il y a tout un panel comme ça de projets qu'on vu le jour. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que vous avez mis en place pour vous adapter, pour adapter l'entreprise à une crise qui, je veux dire, personne ne sait quand ça va finir, mais a priori, tu mentionnais tout à l'heure que l'activité reprenait, mais que c'était pas encore au niveau d'avant la crise, et on imagine que la crise va continuer à durer. Donc, est-ce qu'il y a pour toi des adaptations, même de plus long terme, que vous avez mises en place? Oui, c'est vrai que déjà, il y a un changement de la vision managériale. Euh, Quand on est une start-up, on a envie de voir loin. On réfléchit beaucoup en termes de stratégie. Et là, c'est vrai qu'on s'efforce à être davantage tacticien que stratège, à Ouais. penser davantage sur du court terme, à penser plus action opérationnelle qu'on peut mettre en place en quelques semaines ou en quelques mois, plutôt que grandes théories qui s'échafauderont sur plusieurs trimestres. Donc il y a déjà un changement de mindset, d'horizon temporel. Et puis au niveau des équipes, il y a évidemment pas mal de choses à faire parce que pour certaines personnes, cette crise a été sujet de beaucoup de stress par rapport à la santé de leurs proches. Et donc là, quand ils reviennent progressivement au travail, c'est pas comme s'ils revenaient de colonies de vacances. Il y en a, ils ont vraiment souffert. Donc il faut être là pour eux. Il ne faut pas juste leur demander un petit salut, ça va de rigueur. Mais je pense que le ça va, faut l'appuyer, il faut creuser, faut vraiment demander à la personne ce qu'on peut faire pour elle. Et les parents avec enfants, par exemple, pour eux, il y a des sujets particuliers. Toi, je crois que tu as des enfants, le télétravail, il n'est pas pareil que pour un jeune célibataire comme moi, enfin, je veux dire, Il est un peu plus en challenging. couple mais sans enfant. Et puis la chance qu'on a aussi, c'est que quand on est une boîte plutôt digitale, plutôt dynamique, le télétravail, c'est quelque chose qui était déjà permis et encouragé bien avant la crise. Et donc les réflexes se sont plus rapidement pris. Donc, donc finalement, j'étais plutôt surpris que tout se remette assez naturellement en ordre en termes de process, de mode de travail, d'organisation des réunions. Ça, c'était plutôt chouette. C'est intéressant, effectivement. Je pense que c'est quelque chose qu'on a évidemment tous beaucoup discuté avec d'autres startups. Souvent des entreprises qui sont uniquement adaptées au télétravail, puisque les gens ont l'habitude de bosser avec des outils qui sont déjà digitaux, complètement, tout est dans le cloud, donc finalement, t'as même pas besoin d'être sur place pour faire tourner un serveur, etc. Mm. Tout ça, c'est effectivement assez pratique. Et si on se projette un petit peu, donc la crise, à un moment, elle va s'arrêter, on espère. Est-ce que, tu vois, dans ta vision de Bonne Gueule, ça a changé quelque chose où tu dis, même une fois la crise passée, il y a quand même quelque chose qui va en rester parce que, je sais pas, parce que peut-être que une crise similaire va arriver, peut-être parce que simplement, finalement, on a vu qu'il n'y avait pas que du mauvais et on a aussi trouvé des méthodes de travail qui nous plaisent. Est-ce que tu vois un impact de cette crise finalement plus sur le très long terme, sur le après-crise? Mm. Euh, je dirais pas qu'il y a des changements hyper importants parce que pour moi, cette crise, comme la plupart des crises, elle vient plutôt catalyser des changements de marché, des révolutions, des nouvelles attentes consommateurs qui étaient déjà là. Finalement, la crise, ça va être un accélérateur. Et quand on est une start-up, je pense que c'est pareil pour Alma et pour Bonne Gueule, euh, quelque part, tu réfléchis déjà à un monde d'après. Tu as la thèse fondamentale qui est sur laquelle tu as bâti ta société, elle reste vraie. Dans le cadre d'Alma, les gens vont continuer à utiliser du 3 fois et à vouloir
du paiement sans contact et du paiement e-commerce. Et finalement, pour toi aussi, la crise, ça va être un accélérateur. Il y a peut-être certains clients qui font passer moins de flux dans vos tuyaux. Et nous, c'est pareil, il y a moins de commandes. Mais finalement, dès que la crise va passer, eh bien, c'est les acteurs qui étaient déjà nativement adaptés pour le monde d'après, à la fois après au sens large, mais après crise, qui vont prendre des parts de marché. Et donc nous, maintenant qu'on a sauvé les meubles, qu'on a fait le dos rond, qu'on a réduit la voilure, on est plutôt en train de se dire comment on va bénéficier de cette réaccélération, du fait qu'il y ait des opportunités qui vont se présenter. Et du coup, on fonctionne de manière très pragmatique, très tactique, comme je l'ai dit, sur le quotidien. Et en même temps, on se dit, tiens, c'est chouette, peut-être qu'on va avoir des pas de porte, pas très chers pour monter des nouvelles boutiques en région. Peut-être que c'est l'occasion d'avancer encore plus vite sur les refontes de nos plateformes médias et e-commerce. Peut-être qu'on va développer encore plus de nouveaux services, notamment autour du paiement, puisqu'on fait des choses avec vous en ce moment qui nous aident justement à contrer la crise aujourd'hui, parce que votre technologie de paiement en 3 fois, on l'applique à du paiement en 1 fois, parce qu'en fait, elle a la spécificité d'être sans contact en boutique, contrairement à nos autres moyens de paiement qui utilisent une carte bancaire et un TPE. Donc finalement, on va faire du paiement 3 fois en 1 fois grâce à vous, mais sans contact. Et donc il y a à la fois de l'avant et de l'après, mais il n'y a pas une grande révolution dans la stratégie. Oui, c'est vachement intéressant en fait, ce côté, finalement la thèse de marché, elle change pas dans le cas de Bonne Gueule. La raison pour laquelle vous avez créé cette boîte, il y a plusieurs années, finalement ça n'a pas changé et finalement même toutes choses égales par ailleurs, on aurait l'impression que la crise, malgré l'impact, temporaire, l'impact de fond, c'est que ça accélère une transition qui est déjà en train d'avoir lieu. Donc finalement tu as l'air en tout cas encore très, très optimiste sur ce qui va se passer parce que c'est quasiment une accélération. Tu l'as mentionné, effectivement, pour Alma, c'est la même chose. Il y a un vrai passage d'étape, une accélération due à la crise. Effectivement, ça nous rend aussi assez optimistes. J'en profite pour rappeler évidemment ce que Alma fait. Donc, notre activité, notre business, c'est le paiement en plusieurs fois. C'est d'aider des entreprises comme la tienne, Geoffrey, de proposer à leurs clients de payer en plusieurs fois leurs achats. C'est une solution qui est complètement dématérialisée et on s'est rendu compte pendant cette crise que finalement, payer en 1 fois, payer comptant, c'était quelque chose qu'on savait faire aussi. C'est quelque chose que beaucoup de commerçants nous demandaient puisque ça permet aux clients de payer en magasin, mais à distance, donc évidemment de se protéger du virus. Et du coup, merci beaucoup Geoffrey pour les réponses à mes questions. Merci à ton équipe et toi, et merci à tous de m'avoir écouté. Avec plaisir et merci à vous tous de nous suivre. Nous vous donnons du coup rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être mis au courant en temps réel des nouvelles vidéos. Au revoir à tous et au revoir Geoffrey. Au revoir.